pour cette deuxième intervention, je vais demander à Patrick Gaudret d'aller au pupitre. Voilà, donc Patrick Gaudret est ou a été directeur de recherche CNRS, puis a eu des fonctions pendant de nombreuses années au CCNE. On a encore aujourd'hui quelques-unes. Et peut-être tu peux te présenter. Merci beaucoup de m'avoir permis de participer à cette journée. Je dois dire, je suis très impressionné par tout ce que j'ai entendu depuis ce matin. Je suis arrivé un petit peu en retard, j'en ai loupé donc un tout petit bout. Et j'ai peur de vous faire redescendre le niveau très bas en tant que généticien de base, lambda qui a juste un tout petit peu réfléchi, mais à qui on a confié une tâche bougrement importante, les ambiguïtés du progrès de la médecine. Alors déjà, je ne suis pas médecin, donc je vois beaucoup d'ambiguïtés, mais le progrès de la médecine m'a interpellé énormément, donc j'ai décidé finalement de traiter ce que j'avais envie et comme à mon habitude, de n'en faire qu'à ma tête. Alors évidemment au départ je pensais commencer par une citation de Pierre Desproges et puis je me suis dit quand même que dans cet aréopage, il valait mieux commencer par un philosophe et j'ai choisi Peter Sloterdijk qui nous avertissait il y a quelques années que plus qu'aucune autre civilisation auparavant, la nôtre s'est mise à déplacer les bornes frontières, les limites donc. La naissance devient planifiable, on peut ajourner la mort dans certaines limites, le corps devient opérable dans une dimension jusqu'ici inimaginable, la sexualité et la reproduction sont dissociées, les sentiments sont tempérés par la pharmacologie et ils continuent. Certains y voient un progrès, moi j'y vois une source de questionnement, j'y vois une énorme question. Alors en tant que scientifique, effectivement, je vais essayer de voir un petit peu les rapports entre la science, la technique et la médecine. Et en fait, je vais probablement alimenter pas mal de confusions parce que ces confusions existent et qu'elles existent notamment dans mon esprit. Donc plus encore, la science a en fait fait évoluer le monde plutôt sur le long terme à mon sens. Alors que les techniques, la technologie, dit-on, bouleversent nos vies et nos rapports sociaux de façon rapide et parfois avec une intensité qu'il est difficile d'anticiper. Au cours des dernières années, on a vu ainsi l'informatique personnelle, Internet, la téléphonie mobile, les smartphones en particulier, se glisser, envahir notre quotidien et le modifier sans qu'il soit toujours possible de déterminer si c'est pour un bien ou un mal. Et surtout sans qu'il y ait eu une quelconque réflexion au niveau du grand public ou des débats éthiques sur l'introduction des 10 objets dont nous pouvons aujourd'hui difficilement nous passer. L'OPEX, donc l'Office parlementaire de l'étude des choix scientifiques et techniques, remarquait déjà en 2012, donc il y a 5 ans, qu'il convient de différencier l'innovation de la notion de progrès. C'est clair. Le progrès qui peut être vu comme la recherche d'un idéal positif à atteindre par les sciences, les techniques et donc l'innovation. On y reviendra. C'est donc la finalité de l'innovation qui en constitue le processus le plus puissant, disent-ils. C'est peut-être ce que Norbert Wiener, le père de la cybernétique, exprimait en disant que nous sommes esclaves de nos progrès techniques. Et avec lui, nous pouvons nous demander si nous ne sacrifions pas sur l'autel de notre savoir-faire, ce qu'il appelle le know-how, la recherche du sens de ce que nous faisons, ce qu'il nomme le know-what. Il nous plaçait, en faisant cette distinction entre le know-how et le know-what, au cœur du questionnement éthique dont le CCNE, lui, de son côté, disait qu'il ne se limite pas à des questions techniques ou scientifiques. Et ça, c'était dans un avis de 2008. Donc les progrès technoscientifiques, du coup, sont souvent perçus comme de potentiels problèmes avant d'être compris comme des progrès pour l'humain. Et c'est en particulier vrai dans le domaine médical, bien sûr. Alors on est dans une médecine scientifique, une médecine technique, et Jean Lombard, qui rappelait, pour commencer, l'ancrage de la médecine grecque dans la philosophie, remarquait qu'avec Aristote, c'est un premier statut scientifique de la médecine qui se met en place, dit-il. La techné médicale a été d'emblée et restera indéfiniment en attente de plus de savoir,
venant valoriser la part irréductible de savoir-faire autour de laquelle elle est construite. La science, donc, qui pour moi constitue ce plus de savoir donc scientifique, a transformé radicalement la médecine en lui faisant dépasser son statut d'art médical pour devenir une médecine fondée sur les preuves scientifiques, evidence-based medicine. Cette transformation a été accompagnée de progrès techniques, aussi bien médicaux que chirurgicaux, auxquels nous devons une vie plus longue et certainement meilleure, qui pourra en effet nier que nous vivons plus de 3 fois plus longtemps aujourd'hui. La longévité moyenne est plus de 3 fois plus importante aujourd'hui qu'au XVIIIe siècle. C'est quand même un saut important de passer de 27 ans de longévité moyenne à plus de 80 ans apparaît pour beaucoup, à beaucoup, comme un progrès en soi. Donc le développement de cette compétence médicale, grâce à cette médecine fondée sur des données scientifiques probantes, et sa généralisation ont contribué à une médicalisation de la société. Et ça constitue une transition qui est liée à l'intégration des innovations technoscientifiques qui prend en charge des phénomènes et des interactions de plus en plus complexes, tant sur les plans scientifiques et médicaux, ça c'est clair, que sur le plan social. Il y a une dimension politico-économique de la biomédecine et sa nature de plus en plus technoscientifique, l'accent mis sur la santé en tant que donnée de base et les transformations dans la gestion et l'utilisation de l'information médicale interrogent plus encore qu'ils n'affirment l'origine, la nature et les conséquences des progrès auxquels ils sont associés. Alors oui, on arrive à une médicalisation de notre société. La santé est devenue un droit internationalement reconnu. Dans l'esprit de chacun, elle est un bien qu'on cherche à protéger, à préserver. Elle est d'une certaine manière devenue un devoir. On ne manque pas d'occasion de nous rappeler notre responsabilité vis-à-vis de la santé et de notre santé en particulier. Même les assurances s'en mêlent. Et pourtant, paradoxalement, dans un pays comme le nôtre, la France, moins de 2,5% des dépenses de santé concernent la prévention. Un paradoxe. Et pas du tout une ambiguïté d'ailleurs. La santé est devenue également un objet social, mais qui est difficile à définir, me semble-t-il. Alors là, je retombe, j'en arrive à Jules Romain, bien sûr, parce que j'aime bien le docteur Knock. Et il met dans la bouche du docteur Knock, d'ailleurs, les mots suivants. « Tomber malade, vieille notion qui ne tient plus devant les données de la science actuelle. La santé n'est qu'un mot, qu'il n'y aurait aucun inconvénient à rayer de notre vocabulaire. » Pour ma part, je ne connais que des gens plus ou moins atteints de maladies plus ou moins nombreuses, à évolution plus ou moins rapide. Naturellement, si vous allez leur dire qu'ils se portent bien, ils ne demandent qu'à vous croire. Mais vous les trompez. L'OMS, elle, de son côté, l'Organisation mondiale de la santé, a défini en 1946 la santé et a donné une définition qui, pour imparfaite qu'elle soit, discutable également qu'elle soit, continue finalement de nous réunir autour de ce qui est un essai de définition qui a une certaine valeur et surtout la valeur au moins de nous permettre un débat. Pour l'OMS, donc, la santé n'est pas seulement une absence de maladie, mais un état de complet bien-être sur les plans physique, mental et social. Certains, je connais quelques philosophes qui disent qu'il ne s'agit pas d'une définition de la santé, mais une définition du bonheur. Voilà. Et d'autres qui disent, arrivé à 60 ans, je n'ai probablement pas été en bonne santé plus de quelques minutes dans toute ma vie. Donc, sur la base de cette définition, bien sûr. Donc, c'est certes un sujet de débat. Mais la santé, donc, sur cette base, n'est pas un état, mais plutôt un idéal vers lequel on tend. Un idéal vers lequel on doit tendre. La société enjoignant l'individu de gérer sa santé sur le long terme. La santé est ainsi devenue un processus culturel visant à l'amélioration de la qualité de la vie, particulièrement depuis que la médecine a acquis quand même quelques outils efficaces pour lutter contre la maladie et la mort.
La place prise par la santé dans notre société crée en retour un flou croissant entre les interventions de la médecine au profit du malade tel qu'il était classiquement défini et celles qui répondent à des demandes plus sociétales que médicales. Alors, je n'ai pas le temps évidemment de me lancer dans une étude de nombreux exemples, mais je pense par exemple à la chirurgie améliorative ou à l'assistance médicale à la procréation, dont les finalités ne sont plus aussi clairement médicales que lorsque ces techniques ont été mises en place. Il ne s'agit pas pour moi de porter un jugement quelconque sur le glissement entre la reconnaissance d'une hypofertilité justifiant la mise en œuvre des techniques nécessaires à y remédier et la généralisation d'un désir d'enfant, la revendication d'un droit à l'enfant génétiquement relié aux parents d'intention. Il ne s'agit pas d'un jugement, il s'agit d'un constat. Il s'agit de constater et en fait de forcer par là même un débat éthique qui, à mon sens, devrait être un minimum serein, je dis toujours le plus serein possible, mais je dirais serein à minima, pour que, en fait, de la loi qui en découlerait de ce débat, le vivre ensemble demeure possible, ce qui paraît relativement délicat. Il suffit de voir ce qui se passe en fait sur la scène publique et dans les rues, notamment de Paris à certaines époques, pour se rendre compte qu'on n'en est pas ni au débat, ni au vivre ensemble possible pour tous. On pense aussi évidemment à l'implication de la médecine dans la soi-disant amélioration ou augmentation de l'humain. Celle-ci doit être en effet questionnée à l'aune d'une société où les valeurs principales, à mon avis, bien sûr, je n'engage que moi, sont la concurrence et une hiérarchie fondée sur des considérations matérielles et l'argent en première place. Partant, il devient indispensable de questionner les normes sur lesquelles certains se vantent de pouvoir améliorer l'espèce humaine. Quelle est leur origine à ces normes? Qui les établit? Il faut interroger la légitimité de placer la performance maximale de l'individu au rang de valeur suprême, au rang de normes de fonctionnement sociétal. Ce que disait le généticien Albert Jacquard dans un livre qui s'intitulait « Moi, Albert Jacquard, ministre de l'Éducation, je décide », je trouve ce titre admirable d'ailleurs, il disait « Le moteur de notre société occidentale est la compétition et c'est un moteur suicidaire ». Voilà, c'est dit. Qu'on en tienne compte. Et il disait d'ailleurs, il ajoutait que nous devrions en fait ne plus apprendre à ni pour être le premier à l'école. Je crois que c'était finalement se situer dans un progrès qui n'a rien à voir avec celui que certains dans notre société veulent nous imposer. Alors dans tout ça, évidemment, dans ce contexte, là j'ai posé un petit peu les bases du contexte, et en fait, en tant que généticien, je veux surtout vous parler de génétique, et évidemment, hein, j'avais d'ailleurs proposé à Léo un titre alternatif, mais sur lequel il était un petit peu tard d'ailleurs pour pouvoir l'inclure dans le programme. Donc dans ce contexte, il y a une nouvelle révolution médicale qui est née de ce que j'appelle l'invasion de la génétique dans la pratique médicale, notamment en raison du saut technologique, des nouvelles techniques et des nouvelles machines techniques qui permettent d'analyser notre génome, de séquencer notre ADN de manière extensive, voire en totalité, et surtout de manière de plus en plus systématique, rapide et moins chère. Entre 2003 et 2013, le coût d'un séquençage d'ADN a été divisé par 3 millions et le temps mis pour séquencer un ADN humain a été lui aussi divisé par 3 millions. Alors évidemment, tout ceci constitue un cortège d'innovations extraordinaires, mais en fait, on peut se demander si elles ne sont pas toutes destinées à finalement alimenter un certain air du temps. On va lier ça évidemment à d'autres innovations dont je parlais tout à l'heure, en proposant des outils simples, moi je dirais simplistes, d'analyse et de partage de données génétiques qui sont utilisables par exemple sur un smartphone.
Laurent Alexandre, dont je crois il a été question juste avant que j'arrive, se promène avec une clé USB en disant, vous voyez, j'ai mon ADN, la séquence de mon ADN sur cette clé, c'est très bien, mais enfin bon, ça me laisse relativement froid. On affirme effectivement aux personnes pouvoir leur fournir le contrôle de leurs données personnelles, leurs données génétiques personnelles et leurs données de santé, afin de pouvoir les partager avec les acteurs de santé, les médecins, les gestionnaires, les assureurs, etc., ainsi que les organismes de recherche biomédicale qui visent à l'amélioration de la santé personnelle et de la santé publique, bien sûr. Donc en fait, les progrès de la génomique, donc l'étude de ces génomes, de cet ADN en première intention, contribuent à façonner la médecine pour lui permettre d'affiner certaines orientations thérapeutiques, d'introduire dans certaines limites une meilleure adaptation de la clinique aux caractéristiques génétiques de la personne. Il s'agit dès à présent d'une réalité, mais qui est encore limitée et parcellaire, il faut le reconnaître, qui apporte beaucoup d'espoir et un certain nombre de craintes. Dans son discours de l'Union en 2015, le président américain Barack Obama avait fait une brève annonce sur ce qu'il appelle la médecine de précision, Precision Medicine. Il disait « Ce soir, je lance une nouvelle initiative en faveur d'une médecine de précision pour nous amener au plus près de la guérison de maladies telles que le cancer ou le diabète et pour nous donner à tous un accès aux informations personnalisées dont nous avons besoin pour nous garder, nous et nos familles, en meilleure santé. » C'est beau, c'est très beau, c'est un bel effort, et l'avantage quand un président américain dit cela, c'est qu'il met derrière les millions de dollars qui vont aider la recherche, et notamment la recherche biomédicale, à pouvoir faire des progrès. En France, on dit la même chose, mais il n'y a pas les euros derrière. Et puis en plus de ça, il y a un danger dans les mots, là. Établir un lien direct entre le génome et la personne pourrait laisser penser que nous serions, en quelque sorte, déterminés par notre ADN et sa séquence. Alors moi, j'aurais envie de parodier une série culte la fin des années 60, des 1960, qui était Le Prisonnier, et criait « Je ne suis pas une séquence d'ADN, je suis un homme libre ». Voilà. L'homme a toujours été fasciné par la transmission d'un patrimoine, d'une manière générale, d'ailleurs l'hérédité a commencé comme ça, et encore plus par la transmission de son patrimoine génétique. Mais est-ce qu'on n'en demande pas trop à la génétique ? Est-ce qu'on ne tente pas de lui faire endosser des vêtements un peu trop grands pour elle, les habits du déterminisme, de ce qui est convenu d'appeler le tout génétique? On peut essayer en effet de trouver dans les gènes une excuse pour tel ou tel comportement, ou au contraire, se voir confronté à une responsabilité vis-à-vis d'une santé devenue prévisible, en quelque sorte. Donc, face à cela, évidemment, la science nous dit, et on commence à s'accorder sur le fait de reconnaître à la vie biologique une extraordinaire et une singulière complexité. Le CCNE, toujours lui, je le cite quand même un petit peu, j'y suis resté 8 ans quand même, 9 ans même. Le CCNE soulignait « La complexité biologique ne peut, pas plus que d'un déterminisme génétique, s'accommoder de l'idée qu'un génome standard serait définissable. Parler de gènes normaux et de gènes mutés est une aberration. Il existe des mutations, rares ou fréquentes. On parle plutôt de variantes, dont certains provoquent des maladies et d'autres pas. » On arrive là très vite à la notion d'un standard, évidemment, qui va être important en médecine. Un standard qui va nous amener, par une pente glissante bien connue, vers la standardisation et la normativité, et leur part, évidemment, de réductionnisme. Aldous Huxley, d'ailleurs, en 1957, disait que la standardisation génétique humaine, quelles qu'en soient les motivations, était un crime contre la nature biologique de l'homme. Un crime contre la nature biologique de l'homme. Alors, l'ingénierie génétique qui est née de tout cela et qui sert de fondement à la médecine de précision dont nous parlait Barack Obama, porte évidemment de grands espoirs. Partant, elle donne lieu à des promesses
On en entend beaucoup, on en voit dans le monde des sciences et des techniques ou de la médecine. Les promesses d'un avenir meilleur. Mais ces espoirs et ces promesses constituent, pour certains, une idéalisation de ce que les biotechnologies médicales peuvent atteindre. Ces espoirs et promesses peuvent par ailleurs créer l'illusion que se trouverait éliminée l'incertitude inhérente à la médecine. Et il n'en est rien. S'il est impossible de définir un génome normal au sens d'idéal génétique, comment les progrès des connaissances en génomique humaine déplacent-elles les frontières entre le normal et le pathologique ? Sommes-nous malades dès le moment où la séquence de notre ADN nous révèle une prédisposition à telle ou telle maladie d'origine génétique ? Pourrait-on admettre la mise en place d'une carte d'identité génétique ? Comme la carte vitale, on aurait sa carte d'identité génétique. On est à l'ère du diagnostic anténatal, prénatal. Est-ce qu'on doit arriver au diagnostic et au dépistage préconceptionnel ? Choisir ses partenaires génétiques pour concevoir des enfants qui aient une fitness génétique qui soit meilleure. Il y a des sociétés qui existent dès à présent. J'en peux en citer une, GenePix aux États-Unis, qui propose aux femmes de faire des bébés à partir de données génétiques qui sont établies sur leur ADN à elles, et on leur trouve un match avec un échantillon dans une banque de sperme qui a été également caractérisé d'un point de vue génétique. Donc c'est pas du rêve, c'est pas de l'avenir, c'est du aujourd'hui. En fait, est-ce que par rapport à tout ça, à partir du moment où on glisse progressivement vers une forme de normalité génétique, est-ce que finalement la connaissance de son génome n'impliquera pas des devoirs comportementaux ? Ça peut être exigé par des assurances, mais ça peut être exigé d'une manière plus générale. Il y a le fameux air du temps qui nous dit « Mais comment, mais quelle incurie, mais vous avez une prédisposition au diabète et vous ne faites rien, vous n'arrêtez pas de boire, de manger du sucre, etc. » Mais enfin, qu'est-ce à dire ? Aujourd'hui où nous avons tous les objets de la vie courante qui sont connectés, vous avez une prédisposition à l'hypercholestérolémie, eh bien nous allons connecter le compartiment beurre, œuf, fromage de votre réfrigérateur à votre assureur santé qui va pouvoir vous dire effectivement non, va vous envoyer un SMS en disant là vous exagérez. Si vous continuez 24 heures de plus, je ferme le compartiment à clé. Pourquoi pas ? Dans le fond, nous avons un devoir dans ce domaine. Nous avons un devoir de nous conformer à ce que notre santé va être, à ce que nous allons devenir. Donc ça, nous sommes dans une médecine prédictive et dans une forme d'aliénation, alors que finalement, la connaissance génétique, la connaissance des séquences d'ADN, la comparaison des différents individus dans la population humaine est une source donc de valeur, de progrès, de connaissance et donc une source de libération. Donc entre libération et aliénation, moi personnellement mon choix est vite fait, mais j'ai décidé de ne pas faire séquencer mon ADN. Bon, c'est mon problème. Donc, en fait, notre responsabilité générale, commune des chercheurs, des médecins, mais de tout le monde dans la société, par rapport à l'acceptabilité morale du processus d'innovation, impose que nous ayons le souci d'abord de le mettre à la disposition de tous, ou au moins du plus grand nombre. Nous avons le devoir, donc, de faire de cette médecine de précision plus un projet de société en marche, plutôt que cette médecine de précision qui témoignerait en fait de la performance médicale, d'une forme d'élitisme dont la majorité d'entre nous serait évidemment exclue. Donc, les intrications assez complexes qui existent entre connaissances scientifiques et médecine de précision, entre recherche et thérapie ciblée,
nous apparaissent de manière tout à fait évidente et finalement nous rappellent en miroir que la connaissance scientifique est un bien plus essentiel que les applications que nous pouvons en faire. Ne serions-nous pas finalement dans des sujets comme ça, dans un paradoxe cette fois, tel que celui que Norbert Wiener, toujours le même, imaginait en disant « Nous sommes à la place d'un homme qui aurait deux ambitions dans la vie. La première est d'inventer le solvant universel capable de dissoudre n'importe quelle substance solide, et la seconde d'inventer le contenant universel qui pourrait supporter n'importe quel liquide. Quoi que fasse cet inventeur, il ressentira une grande frustration. » C'était la science. Mais l'humain dans la médecine, il est où ? La force, la puissance de la médecine scientifique tient autant dans ses effets bénéfiques pour une personne que dans ses conséquences sur la santé générale des populations. Le pronostic des cancers, par exemple, s'est trouvé bouleversé au bénéfice de la durée de vie et souvent même du confort de la vie des patients. Même s'il faut, et j'en discutais tout à l'heure avec Didier Sicard, raison garder, devant les effets marketing qui témoignent de grandes prétentions qui s'imposent sans toujours se justifier. On prétend à des progrès qui ne sont pas toujours des progrès réels, notamment en matière de cancérologie. Mais en fait, là, nous sommes toujours dans une médecine qui est plus une médecine de la maladie qu'une médecine du malade. Georges Canguilhem remarquait que la prise en charge d'un malade ne relève pas de la même responsabilité que la lutte rationnelle contre les maladies. Cette dernière, donc la lutte rationnelle contre les maladies, est alimentée de progrès scientifiques, techniques, et ses conséquences en termes de santé publique sont visibles, sont évidentes. Et si l'on veut les qualifier de progrès, peut-on légitimement s'en satisfaire ? Face à cela, beaucoup d'entre nous ont été extrêmement déçus de voir arriver un concept technoscientifique de médecine personnalisée. Pour moi, c'est le repoussoir absolu, l'abomination ultime. Comme si la médecine de toute éternité ne s'intéressait pas aux personnes. Ce soi-disant progrès, qui était une œuvre de marketing lancée par les laboratoires Roche, d'ailleurs à l'origine, c'est vraiment du marketing industriel, ce terme de médecine personnalisée, constituait un projet que je qualifierais de révolutionnaire, mais au sens où il nous ramènerait à notre point de départ, qui est que la médecine s'adresse à la personne. Alors comment intégrer précision et rigueur scientifique dans une médecine de l'humain ? Qui est le seul progrès qui, à mon sens, vaille. La rigueur scientifique nous apprend que le vivant, le bio, c'est d'une complicité extrême, que l'essor formidable de nos connaissances nous permet que de l'entrevoir. L'histoire de la pensée, elle, nous apprend que l'humain ne saurait être contenu dans sa biologie et surtout pas dans sa génétique. Et la sociologie, me semble-t-il, nous apprend que les déterminants majeurs de santé publique sont plus à rechercher dans la socio-économie que dans les progrès de la médecine technique. Réduire l'humain à sa dimension biologique et la santé à sa dimension médicale est certes une manière de protéger le pouvoir de la science et de la technomédecine, mais il s'agit d'une illusion et représente dès lors plus un danger qu'un progrès. Alors, en conclusion, je dirais qu'on peut espérer qu'une réflexion éthique se développe qui combinerait, je commence à avoir du mal, mais j'ai bientôt fini, je vous rassure. On peut espérer donc qu'une réflexion éthique se développe qui combinerait vigilance et volonté de ne pas être un obstacle au progrès scientifique. Ça, c'est indispensable. Je reste scientifique. Une réflexion sur les valeurs utiles et humanistes, de sorte que les progrès technologiques ne soient pas mis en œuvre dans n'importe quelle condition ni à n'importe quel prix. Nous pouvons nous réjouir de l'émergence de règles sur la responsabilité médicale, sur la responsabilisation des citoyens, sur la gouvernance, sur la gestion des risques, la prise de décision publique en situation d'incertitude scientifique, qui est la vraie définition du principe de précaution. Donc je rappelle que
Pour moi, le principe de précaution a deux défauts, c'est d'être un principe et de s'appeler de précaution, mais à part ça, c'est super. La prise de décision publique en situation d'incertitude scientifique, ce qui arrive effectivement très souvent. Donc toutes ces règles que je viens de citer sont essentielles à l'appropriation de connaissances qui sont de plus en plus complexes. Mais elles ne peuvent pas se substituer à un réel questionnement éthique, dans lequel on peut mettre en avant, à mon sens, deux questions clés. 1. La place que nous donnons au progrès technologique dans le progrès de la société lui-même et de l'humanité. Et 2. La valeur que nous attribuons à la connaissance scientifique en particulier, dans ce progrès. Je voudrais terminer avec l'idée que l'adhésion à la notion de progrès implique une réflexion non contrainte, c'est important, fondée sur une vraie information d'amont, sur un dialogue entre scientifiques, experts, notamment médecins et politiciens décideurs, disons, d'une manière générale, sur un questionnement citoyen de la notion de progrès et de sa régulation, en particulier lors de l'émergence de techniques, de nouvelles technologies. Donc que cela débouche sur un débat public. L'éthique, la bioéthique devrait être débat, confrontation d'opinions et de convictions. Voilà. Et ça nous permettrait peut-être d'échapper, et là je vais citer, j'ai entendu parler de barbarie tout à l'heure, et il y a une citation sur la barbarie que j'aime beaucoup, qui est une citation de Saint-Exupéry dans Terre des Hommes en 1939. Il le disait à propos des machines volantes, mais je crois que ça s'applique parfaitement aux biotechnologies et à la biomédecine. Nous sommes tous de jeunes barbares que nos jouets neufs émerveillent encore. Je vous remercie.